Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, le Conseil de la communauté musulmane de Porto Novo est préoccupé par la promotion de la vie religieuse des musulmans. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. À suivre les images. Où en est le chantier de construction de la route Savay-Iboja-Eke-Oke-Owo et ses bretelles? Une délégation ministérielle est allée s'enquérir de l'évolution des travaux. On en parle dans ce 13h. Et puis la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué lance dans les prochains jours une campagne de sensibilisation des populations autour de la gestion des déchets ménagers. L'étape du renforcement des superviseurs a démarré à Cotonou. Vous en saurez davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez pour une deuxième fois. La société Super U et l'association La Chorba œuvrent pour la joie des enfants en difficulté dans le cadre des fêtes de fin d'année. L'opération dénommée Campagne de solidarité pour la fête de Noël a démarré à Cotonou. Gisèle Adimi et Ernest Thiergo. Les enfants de l'école des sourds et malentendants de Cotonou sont les premiers à recevoir le cadeau de Noël offert par la société Erevan et son partenaire, l'association La Chorba, des jouets de divers ordres et des vivres. Les enfants du foyer Sonagnon sous l'égide de l'ONG Citoyens des rues internationales Bénin étaient les suivants sur la liste des associations bénéficiaires de cette opération. Une opération rendue possible surtout grâce à la contribution des clients de Erevan qui ont répondu favorablement à l'appel de solidarité de Super U pour les enfants en difficulté. Erevan, aujourd'hui, par ce petit comité, on est venu célébrer Noël avec vous. À l'occasion de la journée de l'enfant béninois, Erevan tient à réitérer son engagement auprès des couches défavorisées, des enfants que vous êtes. Erevan sera avec vous, comme on l'a toujours été. Et à partir de ce moment-ci, on espère que vous allez continuer de bien travailler pour qu'on puisse avoir également envie de venir encore plus. 2500 jouets comme cadeau de Noël de la part de Super U et quelques milliers de vivres de la part de la Chorba pour commémorer la journée de l'enfant béninois. Pour que les droits de l'enfant, la jouissance de ces droits par ces enfants soit une réalité, soit effective, la Chorba, l'association de lutte contre le gaspillage alimentaire, s'est donné l'objectif de collecter des vivres, de mobiliser l'assistance pour une aide alimentaire, mais pas seulement une aide alimentaire équilibrée. À l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant béninois aujourd'hui, nous réitérons encore notre engagement aux côtés de citoyens des rues internationales Bénin pour apporter ce que nous savons faire. Mais c'est un geste symbolique pour témoigner notre attachement à l'éducation de ces enfants. Au total, 50 associations en charge des enfants en situation difficile sont sélectionnées pour recevoir ces dons. Un geste de solidarité fort bien apprécié par les cibles.
Et on reste dans la ferveur de la fête. Pour ces fêtes de fin d'année, les membres de l'ONG VS3, Vivre solidaire pour la survie de la solidarité, font preuve de générosité et d'amour envers quelques enfants en situation difficile et leur offrent des présents. Que ces enfants arrivent à passer d'agréables moments de fête a été la préoccupation à Toribosito de l'ONG V3S. Regardez. Vivre solidaire pour la survie de la société. C'est un leitmotiv et en même temps la dénomination de cette organisation non gouvernementale qui existe prioritairement pour les filles en situation difficile. Il y a quelques jours, précisément à la veille de la rentrée, nous avons réuni ces enfants sur ces mêmes lieux pour leur offrir des kits scolaires. Ces enfants que nous avons inscrits dans un projet pilote qui consiste d'une part à accompagner celles qui sont entre le CI et le CM2, à les accompagner jusqu'à l'obtention du CEP. Et pour celles qui sont en sixième, entre la sixième et la troisième, elles seront accompagnées jusqu'à l'obtention du BEPC. Et pour les fêtes de fin d'année, Noël notamment, V3S revient les bras chargés et fait parler son cœur. Nous allons profiter de cette occasion pour échanger avec nos filles, profiter également de cette occasion pour partager un repas avec ces enfants. Ça restera un symbole. Nous savons tous ici que on ne peut pas avoir une nation sans des filles bien éduquées. Et ce sont les femmes, donc les filles d'aujourd'hui qui sont les femmes de demain, les mamans de demain, qui sont appelées à éduquer toute la nation. Donc si aujourd'hui nous fermons les yeux sur ce qui leur arrive, demain nous allons tous être responsables de ça. Et je ne pense pas que ce soit ce que chacun souhaite ici. La vision de l'ONG, telle que transcrite dans sa dénomination, intègre bien les réalités sociales du Bénin et de ce milieu en particulier. L'acte que l'ONG est en train de produire aujourd'hui, en dehors de son caractère, disons, symbolique et modeste, est un acte très fort. Un acte très fort parce que, en dehors de nos 5 besoins fondamentaux, nos enfants ont aussi besoin d'un équilibre psychosocial. Et c'est ça. Nous sommes ensemble à le faire de dons. Nous sommes ensemble à partager des repas avec eux. Ça va du développement de leur équilibre social. Dieu exaucera ses prières et par sa grâce, cette initiative va grandir et impacter tout le Bénin. En faveur de l'enfance malheureuse, l'ONG Vivre solidaire pour la survie de la société voudrait d'ailleurs aller encore plus loin dans ses actes de charité et pouvoir répondre partout où besoin sera. Passons à présent à cette interrogation. La monnaie éco est-elle la monnaie de l'UEMOA ou celle de la CEDEAO? C'est l'une des questions posées au gouvernement par l'Assemblée nationale à la faveur de la plénière ce mardi où les députés ont exercé leur prérogative de contrôle de l'action du gouvernement. Le Parlement souhaiterait comprendre les contours du remplacement du franc CFA par l'éco. Guillaume Avianou et Brice Sombo. Le Parlement béninois se penche sur la question de l'abandon du franc CFA au profit de l'éco. Le sujet a fait l'objet d'une question orale avec débat adressée par le législatif à l'exécutif. L'Assemblée nationale souhaiterait quelques clarifications à propos après la déclaration du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, alors président en exercice de l'UEMOA. Les députés font observer que la décision de la mise en service de l'éco en 2020, un objectif fixé aux États membres de la CEDEAO depuis 1983 par l'organisation. Cette décision a été prise sans une consultation préalable des parlements de l'espace sous-régional ouest-africain. Quelle est la version officielle des faits? 2. Quelle est la position effective prise du gouvernement béninois dans la déclaration faite par le président ivoirien le 21 décembre 2019? 3. L'éco est-elle la monnaie de l'UEMOA ou de la CEDEAO? 4.
Que devons-nous attendre comme caractéristique de la monnaie éco? 5. Pourrait-on avoir un tableau comparatif des caractéristiques du franc CFA et celles de l'éco? Pour sa part, le gouvernement voudrait disposer de temps pour préparer une communication à cet effet. Elle devrait apporter, selon lui, toutes les réponses aux préoccupations des députés. Nous appartenons à un espace communautaire. Nous avons des engagements vis-à-vis de nos autres partenaires et les réponses aux préoccupations fort légitimes de la représentation nationale méritent qu'elles soient les plus amples. Et pour cela, nous avons donc opté, avec mon collègue des finances, dès qu'il sera de retour d'ici au week-end prochain, de faire une communication subséquente. Les députés insistent néanmoins pour que ces préoccupations ne restent pas sans suite, puisque l'exercice de ce lundi participe de l'autre prérogative constitutionnelle du parlementaire, celle du contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes les représentants du peuple et il y a le gouvernement qui est dans son rôle. Nous sommes dans notre rôle. Nous avons posé une question au gouvernement. Notre règlement intérieur permet au gouvernement de dire ce qu'il vient de dire. On prend acte et on continue. Si le règlement intérieur ne le permettait pas, c'est solidairement que nous allons nous mettre en bloc pour obliger le gouvernement à nous répondre et à faire valoir le règlement intérieur. Un autre sujet abordé à la faveur de la série de questions orales avec débat adressées par le Parlement au gouvernement reste celui relatif à la fréquence des accidents de la route sur l'axe Akasato-Alada. Une question posée par le député Patrice Nombimé Agbaudranfort à laquelle l'exécutif propose de répondre également à travers une communication. On quitte pas l'Assemblée nationale. Le Conseil de la communauté musulmane de Porto Novo, CCMP, est préoccupé par la promotion de la vie religieuse des musulmans. C'est du moins ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale aux responsables de cette structure musulmane. Le CCMP a été conduit mercredi dernier par le président Louis Vlavonou, par Imam Amadou Landou Souberou Sanoussi, représentant du Conseil. Guillaume Avienne. Premièrement, nous nous sommes présentés parce que le CCMP a toujours été mis de côté. On ne nous invite pas, n'est-ce pas, lorsqu'il y a quelque chose à faire dans l'État ou bien à l'Assemblée nationale. Nos objectifs, n'est-ce pas, sont les suivants. Nous avons dit qu'il faut participer à la diffusion des textes de loi et règlements ayant des incidences sur la vie religieuse des musulmans à Porto Novo et au Bénin. Le deuxième objectif, constituer, n'est-ce pas, un cadre de concertation permanente de vie en communauté. Et le troisième objectif, veiller strictement à la morale et à l'éthique prônée par le Saint-Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le président, vraiment, nous avons été très satisfaits. À lui lire les trois doléances, les trois objectifs que nous avons présentés, on dirait que c'est depuis 6 mois qu'il révisait cela. Donc, il nous a répondu d'une façon vraiment très impeccable. Et vraiment, nous ne saurions pas comment le remercier même. Parce qu'il est vraiment à l'écoute du peuple béninois. Et on reste toujours à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu à son cabinet une délégation du Conseil national de l'éducation CNE. Au-delà de la visite de courtoisie que revêt cette audience, elle a permis à la délégation de présenter les fonctions du CNE au président de l'Assemblée nationale et surtout de lui faire part de ses préoccupations. Suivez ce reportage de Firmin Bassao. C'est avant tout une visite de courtoisie. Je vais vous rappeler que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale était présent à l'installation du Conseil national de l'éducation le 21 janvier dernier. Et nous aurions pu venir le voir plus tôt pour échanger avec lui. Mais il y a eu des organisations dues à la crise sanitaire. Nous n'avons pas pu le faire plus tôt. Et lorsque nous avons eu un peu de moment de liberté, nous avons cru devoir venir le voir, échanger avec lui, l'écouter. Écouter ses préoccupations et éventuellement voir dans quelle mesure lui-même pourra nous soutenir et dans quelle mesure nous, en l'écoutant, nous pourrions mieux éclairer nos interventions dans le système éducatif. On a échangé à bâton repris certains Béninois
qui connaît les problèmes de l'éducation au Bénin. Donc il nous a exprimé ses préoccupations par rapport au travail que nous faisons. Nous lui avons présenté les attributions du CNE, surtout ça, les attributions du CNE, et dans quelle mesure certaines de nos attributions touchent les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale et qui sont prises directement à l'Assemblée nationale par les projets de loi, mais même les propositions de loi qui sont prises à l'Assemblée nationale, qui touchent le système éducatif, intéressent le CNE. Et nous lui avons rappelé que nous pouvons aussi être consultés. L'Assemblée nationale peut nous consulter sur des matières qui relèvent de l'éducation nationale. Marquons à présent un arrêt dans les collines. Le ministre Hervé Herhome est accompagné de ses collègues Jean-Michel Abimbola, Éléonore Yahi, Ladécan et des députés André Okunlola, Hilaire Adon et Edmond Agua s'inquièrent de l'évolution des travaux de construction de la route Savè-Igbodja, Savè-Okeo et ses bretelles. À l'issue de cette visite, il ressort que les travaux avancent normalement et le chantier sera livré à bonne date, rassure l'entreprise brésilienne qui exécute les travaux. On suit donc le point de Ikilero Gunusero depuis les collines. Au niveau des poutres, on a déjà fait pratiquement la moitié. En termes d'avancement global de ce pont, on est déjà dépassé les 50% d'exécution. Donc normalement, d'ici mois de juin prochain, on commencera ce qu'il a. D'ici 6 mois, on devrait livrer ce pont. Dans 6 mois, les usagers de la route Savè-Igbodja et Savè-Okeo, frontière du Nigeria, longue de 27,5 km, vont conjuguer leur calvaire au passé. La construction de ce pont de 170 mètres comprenant 8 travées de 21,50 à Igbodja avance sans anicroche, tout comme la route. Ici, comme vous le voyez, l'accès à l'ouvrage est bien avancé de part et d'autre. En termes d'exécution, l'entrepreneur a plus de 50% de réalisation. Et conformément au planning des travaux, d'ici 6 mois, nous aurions fini avec cet ouvrage précis. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est la qualité des mises en œuvre. Que ce soit les couches de chaussée ou les ouvrages, vous avez pu constater que l'entreprise brésilienne, avec la mission de contrôle, les 2 s'emploient à nous livrer des ouvrages de qualité. En tant que représentant du peuple, on est fiers, on est content de ce que nous avons vu. Et au nom de ces populations que nous représentons, nous voudrions que vous transmettiez au gouvernement du président Talon toute notre gratitude. Et surtout que ce qui nous a impressionnés, c'est que j'ai compris que cette fois-ci, si on met de la rigueur, on peut sortir un bon travail et on aura de bons résultats. Ce que j'ai vu en venant ce matin, ça montre effectivement que les choses ont changé chez nous. Nous sommes les pasteurs, nous sommes des prêtres. Et désormais, nous pourrions partager la bonne nouvelle. Puisque nous avons des éléments. Nous avons vu de nos yeux ce qui se fait, ce qui se réalise en ce moment. C'est vrai qu'avant, nous essayons de dire des choses. Mais ce n'est toujours pas sûr, puisque nous ne voyons pas forcément tout. Mais avec ce qui se passe maintenant là, nous constatons de nos yeux ce qui se fait sur le terrain. Et c'est très important. À chaque étape, le ministre Herhome a donné les instructions nécessaires à l'entreprise brésilienne et aux responsables de la Direction générale des infrastructures pour les diligences à accomplir afin de répondre aux préoccupations posées par les élus et les populations. Je voudrais souhaiter que la Direction générale des infrastructures, disons par sa supervision permanente, amène les 2 acteurs, les 2 intervenants, l'entreprise et la mission de contrôle, à continuer jusqu'à la fin du chantier pour que nous puissions avoir un ouvrage bien réalisé. Bien avant la descente sur le terrain, une séance de travail s'est déroulée à l'hôtel de ville de Savè. Les populations, par la voix du maire, du chef service technique et des députés André Okunlola et Edmond Agua, ont plaidé pour des travaux confortatifs, la construction de bretelles additionnelles, la réalisation d'ouvrages spécifiques et l'éclairage de certains axes routiers. Le roi de Savè et sa cour ont aussi remercié le gouvernement du président Patrice Talon.
Autre actualité dans ce 13h, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué lance dans les prochains jours une campagne de sensibilisation des populations autour de la gestion des déchets ménagers. Pour ce faire, les superviseurs de cette société ont suivi une formation sur les techniques d'animation et de sensibilisation. Igor Ayoso, James William Bagidi. La gestion des déchets solides ménagers dans la région du Grand Nokoué entre bientôt dans une nouvelle phase. Objectif, l'accélération de l'assainissement urbain et périurbain dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semen-Podji. Pour y arriver, une campagne de sensibilisation des populations est envisagée et ce sont les acteurs de cette campagne qui se retrouvent ici en formation pour 2 jours. Pour faire en sorte que cette campagne puisse se dérouler correctement et permettre à ce que nous puissions atteindre cet résultat, il faut des hommes. Et bientôt, nous allons porter l'effectif à 42 pour mieux couvrir le territoire. Et donc, ces 35 superviseurs, ils ont deux principaux rôles. C'est de suivre et de réceptionner les prestations que font les PME de balayage, mais également de précollecte, mais surtout d'informer et de sensibiliser. Nous allons pendant 2 jours travailler avec ces jeunes pour leur donner les techniques de communication participative parce que nous sommes en face des communautés et cette méthode permettra aux participants qui sont des superviseurs de pouvoir sensibiliser les populations pour la bonne gestion des ordures ménagères. L'opérationnalisation de ce nouveau mode de gestion des déchets solides qui impliquera les populations satisfait par anticipation les élus locaux du Grand Nokoué. Le projet SGDS-GN pour nous est un projet bien pensé. Comme vous le dites ici, par le thème que je lis, sensibiliser nos populations pour qu'elles comprennent l'utilité de cette action que vous menez. Le cadre aujourd'hui s'y prête pour que nos autorités au niveau communal comprennent et que la population aussi soit réellement sensibilisée afin qu'elle apporte l'énergie nécessaire afin que le problème de gestion de nos ordures ménagères, le problème de nettoyage de nos rues, de curage, soit un problème de façon communautaire, géré de façon communautaire, de façon solidaire. Un cadre sain pour tous les habitants du Grand Nokoué, le pari de la gestion optimale des déchets solides dans les grandes agglomérations du Bénin est ainsi en passe d'être relevé. Voyons la construction des marchés de Wando et d'Arwangbo de Porto-Novo qui se poursuit. Donc, le ministre du Cadre de Vie est allé faire le constat ce mercredi des 2 marchés en construction visent à donner un caractère moderne à la ville. Regardez. Les marchés Wando et Arwangbo de Porto-Novo vont présenter bientôt de nouveaux visages. Ils sont en construction grâce au projet de modernisation et de construction des marchés urbains régionaux du Bénin. Le ministre du Cadre de Vie est allé s'enquérir de l'évolution des travaux et faire quelques recommandations. Le marché de Wando est en mode ralenti actuellement parce que il y a une première option qui avait été faite de faire une couronne et de garder le noyau ancien. À l'analyse, nous voyons que le noyau ancien va fonctionner difficilement avec la couronne qui va venir avec un aspect du neuf, de la modernité, un mode de fonctionnement qui ne va pas matcher forcément avec les anciens hangars. Donc nous avons pris la décision de faire globalement, y compris sur le cœur du marché, le cœur central, de développer tout le marché. Donc, le chantier est légèrement ralenti le temps que les études sur le cœur du marché soient terminées et évaluées. Nous allons faire les études, c'est en cours. Nous allons demander à l'entreprise de nous faire une proposition sur le coût. Et après ça, le chantier va reprendre de plus belle. Mais le chantier ne s'arrête pas. Tous les aspects de la couronne, toutes les parties de la couronne qui ne sont pas impactées par cet aménagement du cœur vont continuer. C'est pourquoi je parle d'un rythme ralenti. Voilà, nous allons essayer de faire très vite,
Mais c'est une problématique qui est prise en charge désormais. Et nous avons regardé tout ce qu'il y a à faire autour. Un espace à libérer vis-à-vis de la route inter-État qui passe pour donner de la façade. Nous avons pensé trouver que les vendeurs sont pratiquement à l'entrée du chantier, ce qui est dangereux. Il faut que la municipalité et la mairie nous accompagnent pour créer un espace de sécurité, un espace tampon autour du chantier, de façon à ce que les engins, les ouvriers et tout ce qui concerne le chantier puisse se faire dans un espace sécurisé. Le prochain marché à visiter, c'est à Huangbo, qui est un marché à côté de la place Bayol que vous connaissez bien, au cœur de l'ancien Porto Novo, qui est un petit marché. Je pense qu'à ce niveau, les choses se passent bien, puisque le seul blocage qu'on avait, avec l'appui du maire, on a pu décanter la situation. Nous allons juste jeter un coup d'œil pour nous assurer que là-bas, tout va bien. Le maire de la ville de Porto Novo se réjouit de la métamorphose observée dans sa ville depuis l'avènement du régime du nouveau départ et promet son accompagnement. Tout ce que nous constatons, c'est qu'il y a une métamorphose qu'on observe au niveau de la ville. Et nous, en tant que municipalité, nous avons un devoir, c'est celui d'accompagner. Et nous avons noté qu'à des niveaux donnés, on a besoin de notre intervention pour libérer certaines emprises. On a besoin de notre intervention, comme le ministre l'a dit, pour créer une zone tampon, une zone de sécurité, pour que tout se passe bien pour la sécurité des biens et des personnes. Donc nous allons nous atteler à faire ce qui est de notre ressort. Nous avons aussi constaté que pour avoir un bon plan pour ce qui concerne ce marché Wando, il est question de libérer un îlot et que nous avons l'impérieux devoir dans les jours à venir de rencontrer les propriétaires pour commencer par leur expliquer le bien fondé. Je passe par ce canal pour déjà implorer leur indulgence, qu'ils comprennent que c'est pour l'intérêt majeur de la République que tout cela est demandé. Dans les jours à venir, nous allons les voir. Sinon, globalement, notre sentiment, c'est un sentiment de joie. Et de joie pour plusieurs raisons. D'abord, constater que Porto Novo, en tant que capitale, est en train de changer de visage. Et de voir aussi que le gouvernement a tenu parole par rapport à tous ces engagements. 2 marchés modernes à Porto Novo, ceci pour le bonheur des usagers, bientôt une réalité. Et on reste avec le ministre du Cadre de vie et du Développement durable qui était mercredi sur les chantiers d'asphaltage dans les communes de Semepodi et Porto Novo. José Didier Tonato est allé s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. Gilles Dansou nous fait le point. Les réformes dans le secteur des infrastructures routières se poursuivent à grands pas. Le projet asphaltage apporte une touche particulière à la modernisation de nos différentes villes. Le ministre du Cadre de vie a visité ce mercredi le lot 17A à Aglanganda, commune de Semepodi, ceci pour constater l'état d'avancement des travaux. C'est un lot qui est légèrement au-dessus de 90% de taux d'avancement, mais un lot sur lequel il reste beaucoup de finitions et même une problématique de traversée d'une zone marécageuse qui n'est pas encore totalement terminée. Donc il y a des trottoirs à finir, il y a des réservations pour les plantations d'arbres à faire, il y a l'éclairage public qui n'est pas encore fait. Bref, il y a même des aspects très importants de l'assainissement et de la voirie qui ne sont pas terminés et qui sont dans ces 10%-là, sur lesquels, avec l'entreprise Ofmas, on s'est engagé à une finition fin février. Globalement, le lot Semepodi est en retard de 10%, on est à 90-92%. Et il faut là se remobiliser sérieusement, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la mission de contrôle, pour être sûr que nous finirons le 28 février, globalement. Donc il reste beaucoup à faire. Et nous avons retenu, comme on l'a fait la semaine dernière, de faire un suivi hebdomadaire. Suivi hebdomadaire de ce lot pour l'atteinte des résultats, il faut mettre les bouchées doubles. L'essentiel des travaux se déroule sur la rue que nous appelons la rue 12. Il y a à ce niveau des travaux qui vont se faire sur les trottoirs. Vous avez vu qu'il y a une zone très difficile, c'est la zone que nous appelons la zone de bas-fond, où là encore nous avons des travaux des ouvrages d'assainissement en cours.
les travaux de chaussée encore en cours. L'entreprise s'est engagée à terminer les travaux pour au plus tard fin février 2021. Tout sera mis en œuvre. L'entreprise s'est engagée à mettre les moyens en œuvre pour pouvoir livrer le chantier à fin février 2021. Après Semekodi, la délégation ministérielle s'est rendue à Porto Novo, précisément sur le lot 15A. Il reste également ici des travaux à exécuter afin de boucler le chantier. Il reste 20% à rattraper. Vous avez vu la rue 3B, la plus longue de près de 6 km que nous avons parcourue, sur laquelle même les aménagements de voiries d'assainissement et de délaissés ne sont pas encore entamés. Là, le retard est encore plus important qu'à Semekodi, c'est 20%, c'est encore 1/5 du travail qui reste à faire. Si nous avons beaucoup de chance, si l'entreprise se remobilise, pas au niveau matériel, mais au niveau des équipes, parce que le matériel existe, et de l'organisation de l'entreprise OFMAS toujours, avec la mission de contrôle Technica. Si tout se passe bien, nous pouvons atterrir à fin avril. Fin avril, pour le lot 15A de Porto Novo. Mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup, vous l'avez vu. Même disposition, on va faire un suivi hebdomadaire. Il nous faut avancer à un rythme de 2% par semaine. C'est un chantier qui était censé finir en août. Nous avons prorogé jusqu'à décembre. Et nous constatons qu'il reste encore un besoin de 4 à 5 mois. La descente du ministre a permis d'apporter quelques solutions. Il y a eu quelques points bloquants qui ont été résolus cet après-midi, notamment sur la rue 3B, la rue qui longe les rails et que nous venons de voir, où nous avons validé tout à l'heure un profil en travers type qui est projeté par l'entreprise. Le ministre promet un suivi permanent des différents chantiers. Ce journal se refait. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Vous pouvez revoir l'édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.